Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, alors premièrement, bonne année, tout ça, j'espère que ça sera mieux que 2020, etc. Même si personnellement 2020 j'en ai tellement appris et cru, j'allais dire, du verbe croître, je sais pas si je conjugue ça correctement. Bref, 2020, il y avait beaucoup de choses à en tirer, que ce soit au niveau de l'apprentissage. J'espère que tu as pu trouver du positif pour toi là-dedans. Mais bref, on continue. Allez, aujourd'hui, petit épisode qu'on pourrait nommer une petite FAQ, entre guillemets, dans lequel je vais répondre à pas mal de questions que tu m'as envoyées par oral via le petit outil sur mon site pour ce faire. Donc ce sont des questions à l'oral par des personnes comme toi et moi, enfin comme toi, qui écoutent ce podcast. Moi, j'avoue, j'écoute pas mes propres épisodes derrière, quand même. Mais j'ai reçu beaucoup de questions très pertinentes, très intéressantes, qui rebondissent parfois sur ce qui a été dit dans un épisode, ou qui forcément touchent un petit peu le même milieu et les thématiques générales du podcast. Et vraiment, merci beaucoup, merci énormément à tous ceux qui ont pris du temps pour me poser leurs questions. Eh bien, vous allez, entre guillemets, être récompensés d'une certaine façon. En tout cas, on va vous entendre poser vos petites questions et je vais rebondir un petit peu dessus sur ce que ça m'évoque et les éventuelles réponses que je pourrais apporter, principalement avec mon expérience personnelle. J'enregistre cette intro après avoir répondu aux questions. Je te le dis tout de suite, comme ça je peux te dire de quoi on va parler. On va parler de développement personnel, on va parler de relations avec les autres, on va parler de création de contenu, de comment faire transmettre son message, de comment demander à quelqu'un de s'aider à transmettre le message. Et là, j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est vers la fin. Et voilà, j'ai énormément apprécié enregistrer cet épisode, t'entendre et pouvoir te parler comme ça. J'espère que ça te plaira, que ça répondra aussi à tes questions pour les personnes concernées. Et donc, sans plus attendre, voici la première question posée par Antoine. Salut Eric, j'étais en train d'écouter ton podcast numéro 7 en plein entraînement, donc désolé si je reprends un peu ma respiration à certains moments. Dans ce podcast, vous parliez de la procrastination, la tendance à tout remettre à demain, les choses qu'on pourrait faire dans l'instant. Je trouve que c'était très pertinent et très intéressant votre point de vue là-dessus. Et je voulais te soumettre la question suivante, c'est qu'est-ce que tu penses du lien entre la procrastination et la créativité, d'une part. Donc comment le fait de ne rien faire peut activer notre sens créatif ou d'autres sens qui nous permettent derrière de trouver des nouvelles solutions ou d'autres choses. Et d'autre part, je voulais te poser la question sur le lien entre la procrastination et le fait d'attendre d'avoir l'énergie nécessaire pour se mettre en mouvement. Donc comment on fait pour différencier le fait de ne rien faire, de repousser à demain sans raison, et le fait d'accumuler l'énergie nécessaire pour une action. Typiquement, ne pas s'entraîner parce qu'on se sent fatigué pendant une journée et comme ça être plus performant le lendemain. Merci Antoine pour ta question, ça fait plaisir de savoir qu'on m'écoute, même en faisant du sport. Hésite pas à bien te concentrer sur le sport, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Le podcast, tu peux y réfléchir et l'écouter aussi en dehors, ou bien tout simplement, c'est moins important, bref. En tout cas, par rapport à ta question, alors elle était un petit peu en deux parties. La première, c'est l'union entre procrastination et créativité. Est-ce que le fait de ne rien faire peut activer notre sens créatif ? Alors, selon moi, il y a une différence peut-être entre ne rien faire et procrastiner. Tu as l'air de mélanger un petit peu ces deux termes. Selon moi, la procrastination, c'est un sentiment négatif. C'est un sentiment qu'on ressent en nous et qu'on ressent parce qu'on sait qu'on repousse au lendemain. On sait, c'est quelque chose qui nous ronge un petit peu de l'intérieur. Tu vois, j'ai pas l'impression là, comme ça, dans ma perception propre de la procrastination, que c'est quelque chose de positif qui peut t'apporter du bien, en fait. Parce que le moment où tu es en train de repousser, le moment où tu t'observes plus ou moins remettre à demain, mais t'essayes de te le cacher pour pas te l'avouer, est-ce que ça peut te faire germer une idée créative ou quelque chose comme ça ? Je ne pense pas, je pense absolument pas. En ce qui concerne le fait de ne rien faire, là par contre, clairement, on peut discuter. Tout dépend de ce que tu appelles ne rien faire. Par exemple, te balader dehors et regarder la nature, si ça, c'est ne rien faire, est-ce que ça peut activer ton sens créatif ? C'est sûr et certain. Clairement, ça a été, même j'ai lu ça dans un livre il y a pas si longtemps, le fait de marcher dehors, le fait d'être dans la nature et d'avoir des choses à regarder, à découvrir et de se connecter un petit peu avec le moment présent, parce que c'est un petit peu ça que tu fais quand tu te balades, sauf si t'es complètement perdu dans tes pensées. Mais même si t'es complètement perdu dans tes pensées, le fait d'être à l'extérieur, apparemment, ça a été montré comme inspirant, tu vois, typiquement inspirant. C'est-à-dire ça peut te faire naître certaines idées, ça peut te faire résoudre plus facilement certains problèmes qui traînent dans ta tête. Et je pense que consciemment
ne rien faire, comme par exemple aller te promener dehors ou bien juste regarder par la fenêtre et puis faire un petit peu attention où partent tes pensées quand même, ça peut énormément aider ta créativité. Je pense aussi ensuite, pour mélanger un petit peu créativité et inspiration, que l'inspiration et la créativité, ça vient par l'action. Si tu sais que tu veux écrire quelque chose, un article, une vidéo, quoi que ce soit, un livre, commencer à peindre quelque chose. Je pense que le fait de prendre le pinceau, de prendre le clavier, de prendre le crayon et de commencer à écrire n'importe quoi, ça va beaucoup aider à l'inspiration. C'est en commençant à faire avancer c'est en donnant une petite pichenette sur la première boule de neige pour la faire dégringoler gentiment qu'elle va devenir de plus en plus grosse et que tu vas avoir de l'élan, du momentum comme ça pour continuer et pas t'arrêter. Donc ouais, voilà un petit peu ce que je pense par rapport à ça. Comment différencier la procrastination avec le fait d'accumuler l'énergie nécessaire pour le passage à l'action? Là, je pense que ça se résout beaucoup à simplement être honnête avec soi-même, en fait. Pour revenir sur ma définition personnelle, du coup, en tout cas de la procrastination, c'est un sentiment purement négatif. Si t'es complètement honnête avec toi-même, si tu essayes de ne pas te mentir, tu le sens à l'intérieur quand tu procrastines. Tu sens qu'il y a ce petit sentiment sournois derrière qui te dit, la minuscule voix que tu essayes d'étouffer qui te dit Eric, je parle pour la mienne en tout cas, elle me dit Eric, tu devrais faire ça maintenant. Tu crois pas que Eric, t'es en train de repousser là, tu vois, l'épisode de podcast là, pourquoi tu l'enregistres maintenant? T'aurais dû le faire hier. Ouais, non, c'est plutôt tu devrais le faire maintenant, pourquoi est-ce que tu repousses à demain? Et à ce moment-là, tu le sais au fond de toi, si t'es honnête, que tu n'es pas en train d'accumuler l'énergie nécessaire pour le passage à l'action. Si vraiment tu en as besoin de cette énergie, tu devrais réussir à t'en rendre compte. Si vraiment tu viens de t'entraîner, t'es vraiment fatigué, évidemment qu'il faut récupérer. C'est pas une histoire de procrastination, de se dire « Ok, j'ai terminé mon entraînement, je vais pas recommencer dans une demi-heure parce que je procrastine, je le remets à demain. » Non, là c'est parce que t'es intelligent et que t'as un système et que forcément le corps humain il doit récupérer de l'énergie. Mais tu vois, entre prendre 24 heures ou 48 heures de repos et puis t'entraîner une fois par semaine, ça va devenir très difficile de se justifier à soi-même que tu as besoin d'une semaine de repos pour récupérer de ton entraînement. Donc au bout d'un moment, il faut vraiment, j'ai envie de dire, faut être honnête avec soi-même. Et la limite entre la procrastination et le repos nécessaire, je pense qu'elle est assez fine. Ça veut dire qu'il y a une petite période pendant laquelle tu pourrais douter entre est-ce que je procrastine ou est-ce que j'ai besoin de me reposer. Mais tu vois, si dans le doute tu ne fais rien, tu vas très vite te retrouver dans la zone claire et nette de la procrastination et là, t'auras plus le choix. Ok, on continue avec une question de Marie. Salut Eric, c'est Marie. Tout d'abord, je voulais te dire, donc, j'étais ravie d'avoir écouté tes podcasts. Avec le reconfinement, en fait, je me suis dit, c'est l'occasion pendant mes promenades nocturnes d'écouter du contenu intéressant. Et c'est vrai que c'est difficile d'en trouver, mais j'ai adoré la podcast que tu as faite avec Elio, prendre la responsabilité de sa vie. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'en fait, je me suis entièrement retrouvé dans le discours que vous aviez, ce côté de regarder la vie du côté positif, de même s'il y a une grosse merde qui nous arrive, bah ok, bah c'est arrivé, maintenant on passe à la suite, comment on va au-delà, comment on transforme ça en un apprentissage ou autre, quoi. C'est mon côté positif. Souvent on me dit que je suis trop positive, mais voilà. Et du coup, en fait, ma question vient pour toi, pour la suite, là c'est les fêtes de famille bientôt, et dans ma famille, j'ai beaucoup de personnes qui en fait présentent les choses en subissant leur vie. Elles se plaignent, et puis elles ne sont pas du tout actives, les choses ne vont pas bien et pourtant elles vont pas changer les choses. Et toi, tu avais l'air d'avoir trouvé un moyen d'aller au-dessus. Du coup, ma question est plutôt est-ce que tu as de la documentation à me proposer et éventuellement est-ce que tu pourras faire un podcast là-dessus sur comment finalement réagir face à une personne qui subit les choses. Voilà, tout simplement. Bah voilà, on parlait justement d'aller se promener dehors. Eh bien, Marie, ça fait plaisir de savoir que peut-être tu nourris ton esprit créatif en m'écoutant, en marchant dehors. Alors, par rapport à ta question, premièrement, est-ce que j'ai de la documentation à ce propos? Je t'avoue que j'ai réfléchi quelques minutes avant de te répondre. Je n'ai pas grand-chose de précisément sur ce sujet qui me viendrait à l'esprit. Peut-être le livre 12 Rules for Life, 12 règles pour la vie de Jordan Peterson, est le livre que j'ai lu qui pourrait le plus s'apparenter à ça. C'est un livre sur la psychologie qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, je rappelle que sur ericflag.com/livre avec un S, j'ai mis tous les livres que j'ai lus et à qui je les recommanderais. Il y a celui-là d'ailleurs.
Donc voilà, moi personnellement j'aurais pas d'autres livres qui me viennent en tête, mais si toi qui m'écoutes tu te dis ah oui moi je sais, eh bien avec grand plaisir qu'on te prend cela avec Marie et moi, ça m'intéresse aussi et peut-être d'autres personnes. Tu peux laisser un commentaire sur cet épisode-ci sur ericflac.com/14 et puis on te prendra ça avec grand plaisir. Maintenant, comment réagir face à quelqu'un qui subit constamment les choses et qui passe beaucoup de temps à parler de lui et se plaindre? Je suppose que c'est un petit peu ça. Et là, je t'avoue que ma première réaction quand j'ai entendu ta question, c'était comment est-ce que moi, personnellement, je réagis à ça? J'ai tendance, en fait, principalement à déjà me poser la question. Est-ce que cette personne, je suis proche d'elle? Est-ce que cette personne est proche de moi? Est-ce qu'elle pourra m'entendre? Est-ce qu'elle saura que si je lui parle, c'est pour son bien et que je ne suis pas là pour essayer de la rabaisser ou de m'élever ou quoi que ce soit? Parce que si on n'est pas suffisamment proche, je m'abstiens de commentaires. Tu vois, j'ai le grand loisir en fait dans ma vie de choisir assez précisément, voire très précisément, mon entourage. C'est-à-dire que si quelqu'un, j'ai l'impression, il est fondamentalement négatif, il a une mauvaise influence sur moi, quand je le vois, je me sens mal, parce que ça m'arrive, j'en avais parlé dans une de mes vidéos d'ailleurs, une de mes toutes premières vidéos qui s'appelle « Les 3 principes de ton succès », quelque chose comme ça, où je parlais d'une connaissance à moi, une amie à l'époque, qui à chaque fois qu'on se voyait, c'est-à-dire tous les 6 mois, me parlait de à quel point sa vie va mal, à quel point en fait, à quel point tout allait mal dans sa vie. Elle se faisait rejeter par les hommes, elle avait un travail bien payé, du coup elle se réfugiait un petit peu dans l'argent, elle s'achetait des sacs et plein de choses, et moi, en face d'elle, quand on se voyait, je n'osais pas lui dire en fait, tout simplement, que en fait moi, tout va bien. En fait, moi j'étais heureux dans ma vie et tout ça. Non seulement j'avais pas envie de donner l'impression de ah oui moi je vais bien, toi tu vas pas bien, mais d'un autre côté, voilà, je me suis dit à ce moment-là, ok, cette personne, je pense pas que je puisse l'aider en fait. C'est vraiment là, tu vois, j'ai essayé je me suis posé la question, je me suis dit, et c'est d'ailleurs ça, il en parle, Peterson dans un de ses chapitres de son livre, il te dit attention à vouloir jouer les héros, parce que parfois tu veux jouer les héros et tu veux aider les autres juste parce que ça te fait te sentir bien d'être un héros, et tu te dis ouais, je peux aider cette personne, je vais le faire trop bien. Et justement dans ce livre, et c'est peut-être là que je suis influencé aussi par ça, je sais pas si j'aurais eu cette réflexion il y a 3 ans, eh bien très facilement je me dis Eric, tu n'es pas un héros, cette personne, je ne pense pas que tu puisses l'aider. Et ça, c'est ma petite voix à nouveau intérieure qui me dit ça, tu vois. Donc, quand je me retrouve dans ce cas de figure, j'écoute la personne. Je me dis, elle est là pour que je l'écoute. Je ne vais pas spécialement lui donner des conseils ou lui... Ouais, en fait, je fais attention à... Ouais, c'est difficile. Mais je pense que par défaut, tu vois, je laisse un petit peu passer, je l'écoute, je lui propose une oreille, j'essaie de lui proposer des solutions extrêmement peu dangereuses pour moi. Enfin, tu vois, dangereuses dans le sens, je lui dis pas, ok, mais tu penses pas que tu devrais être un petit peu moins négative et arrêter de te plaindre, tu vois, il faut surtout pas dire ça à la personne, mais tu peux lui conseiller différentes choses. Par exemple, tu parles des fêtes de famille, j'espère que ça s'est bien passé tes fêtes de famille avec ta famille, et tu peux par exemple faire des messages cachés. Tu lui offres un livre, offre-lui le livre de Jordan Peterson. Alors il est pas hyper évident à lire, mais quelqu'un qui lit ce livre du début à la fin, s'il remet pas éventuellement un petit peu en question sa façon de penser, de se comporter avec lui-même et avec les autres, là ça devient compliqué. Mais si tu offres le livre à la personne et qu'elle le lit pas, c'est compliqué, tu peux pas le faire à sa place. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, voilà, tu peux faire certaines choses, mais clairement, à un moment il faut que tu te dises, ok, cette personne, je ne peux pas la laisser plus longtemps empiéter sur moi, j'ai l'impression d'être impuissant. Et bien dans ce cas, tant pis, hein, ça peut paraître un peu cruel, mais moi c'est ce que je me dis au bout d'un moment, chacun est là, voilà, il est là pour se préserver lui-même. Si je sens que cette personne, je ne peux pas l'aider, eh bien, je la laisse, je fais ce que je peux. Et là, on en vient au cas de figure où cette personne est très proche de toi, c'est un membre de ta famille, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un que tu as vraiment sincèrement envie d'aider. Et là, c'est évidemment en fonction de la relation que tu as avec cette personne et comment tu penses qu'elle va percevoir ton message. Mais quand je parle à mes meilleurs amis, quand je parle avec Elio par exemple, lui, je sais qu'il est capable d'entendre certains de ses messages, et d'autres de mes meilleurs amis, quand je leur parle, ils savent, ok, Eric, il est pas là pour se mettre en avant, il est pas là pour quoi que ce soit d'autre que mon bien. C'est-à-dire que si je dis à mon meilleur pote, ta copine, elle est un peu nocive, tu crois pas que tu t'éloignes un petit peu? C'est quelque chose que j'ai jamais dit, hein. J'ai pas envie que mon meilleur pote qui écoute ça, il se dise que c'est ce que je pense. C'est pas vrai. Mais lui, il va savoir que je dis pas ça pour une autre raison, que je pense sincèrement que c'est bon pour lui. Et donc,
En fonction de comment tu perçois ta relation avec cette personne, je pense que tu devrais prendre le risque de lui dire réellement ce que tu penses. Et là, à nouveau, il faut faire attention à comment tu présentes les choses. Il faut que tu lui dises « J'ai l'impression quand je te regarde que si, que ça, est-ce que tu penses pas que… » Ne donne pas de conseils, ne donne pas d'ordre, ne dis pas qu'il devrait faire ça. Essaye simplement d'éveiller une curiosité, de lui poser des questions ouvertes, et de laisser à cette personne répondre. Tu lui poses cette question ouverte, et tu attends. Tu laisses le silence, s'il y a un silence, tu le laisses, tu le regardes et tu attends qu'il te réponde. Et là, il va être obligé de se justifier à lui-même, en fait. Il va être obligé de répondre face à lui-même et il va être obligé de s'entendre. Et puis, en fonction de la réponse, tu seras très vite fixé de si cette personne a l'air d'être ouverte à répondre à ces questions pour elle-même, parce qu'au final, voilà. Est-ce qu'elle va se rendre compte que c'est bien pour elle de répondre à ça ou pas? Voilà, tu vois. Je m'embrouille un tout petit peu. J'ai pas la science infuse du tout. Voilà un petit peu ce que je pense à ce niveau-là. J'espère que ça aura pu t'aider, Marie. J'espère que ça s'est bien passé, tes fêtes de fin d'année. On continue avec une question d'Antoine qui, elle aussi, porte sur l'entourage. Salut Eric, d'abord merci pour toute la valeur que tu apportes, c'est vraiment génial. Ensuite, une question qui me paraît importante. Connaissant l'influence qu'a notre entourage sur nous, comment essayer de transmettre ce concept de devenir plus que ce que l'on est déjà aux autres, particulièrement à sa famille, sans pour autant paraître lourd et se les mettre à dos. Même question pour les amis, une fois qu'on pense avoir trouvé les bons. Et enfin, personnellement, comment est-ce que toi t'as tenté d'appliquer tout ça? Merci pour ta réponse et continue sur ta lancée. Alors là, contrairement à Marie, je suis un petit peu plus sûr de ma réponse, en tout cas de comment moi je vois la chose, et je pense que je vais m'arrêter là. Je préfère généralement dire ce que je fais plutôt que de dire qu'il faut faire les choses comme ci ou comme ça ou comme moi. En tout cas, là tu me dis voilà comment influencer, comment faire transmettre le message de devenir plus ce que l'on est sans pour autant paraître lourd. Pour moi, la réponse elle est évidente. Le message, il doit être implicite, il doit être tacite. Tu devrais pas avoir à le dire. Pourquoi ? Parce que si ce message est important pour toi, réellement, tu devrais l'appliquer directement sur toi-même. Et si tu l'appliques sur toi-même et que vraiment si vraiment tu le fais pour toi-même, ça va se voir. Tu vas dégager une espèce d'aura de « Ah ouais, lui, il a pas le temps de donner des conseils bidons, il a pas le temps de faire la morale, il a pas le temps de paraître lourd. » Parce que il est en train d'essayer de devenir plus que ce qu'il est, tu vois. Et normalement, ça se voit parce que si tu le fais et que t'as du succès, c'est-à-dire si tu le fais, ça marche pas, tu réassesses, tu regardes, tu essaies de corriger ta trajectoire jusqu'à ce que tu arrives, entre guillemets, à devenir plus que ce que tu es, ça devrait finir par se voir dans tes actions, dans tes accomplissements, dans qui tu es, dans comment tu parles, dans à quoi tu ressembles, ça va se voir et normalement les personnes autour de toi, elles vont comprendre le message sans que tu aies à le dire, je pense. En tout cas, c'est entre guillemets la ligne directrice que j'applique vis-à-vis de moi-même pour cela, combiné avec le fait que je ne force personne à faire quoi que ce soit et que ça rejoint ma réponse à la question d'avant. Parfois, il y a certaines personnes, ça marche pas et puis je me sens pas de leur dire de vive voix tu devrais devenir plus que ce que tu es. Tu vois, non, ça marche pas très bien ça normalement quand tu le dis comme ça en tout cas. Donc, je te conseille de donner l'exemple vivant, soit l'exemple vivant, soit le poster, soit la Mona Lisa que les gens ils viennent regarder pour se dire ah ouais, OK. C'est beau quand même. C'est beau quand même. Mais la Mona Lisa, elle parle pas, tu vois. Elle donne pas de conseils aux gens. Elle leur dit pas, regardez, moi, mon petit sourire là, énigmatique. Chacun l'interprète comme il veut, comme il peut. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Je suis pas sûr que l'image de la Mona Lisa soit parfaite. Mais on va rouler comme ça. Allez, question suivante. Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Alors ma question, ce serait, est-ce que tu as des idées pour trouver notre passion et s'épanouir ? Question très rapide de Minto. Alors je vais pas trop m'attarder sur ta question parce que j'y ai déjà répondu beaucoup de fois. Tu pourras trouver un petit début de réponse par rapport à moi dans l'épisode 1 de ce podcast. Il y en a, j'ai pas mal plus développé dans le dernier épisode avant celui-là, le numéro 13, qui s'appelle La meilleure opportunité de ta vie. Je te parle justement, précisément de comment trouver, créer ta passion et t'épanouir. Et j'y ai d'ailleurs encore répondu, je crois d'ailleurs, dans la FAQ que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, dernière vidéo de 2020 qui est sortie le 30 décembre, je crois. Donc voilà, là tu as un petit peu plus de documentation. Si je dois te résumer ça en 10 secondes, c'est essaye énormément de choses pour te rendre compte de si c'est du matériel de passion, tu vois, de si ça te plaît, si tu aimes t'améliorer, si tu as envie de t'améliorer. Et là, ça peut devenir une passion. Mais il faut essayer beaucoup de choses pour donner une chance à ces choses de se transformer en passion. Sur un sujet un petit peu similaire, la prochaine question de Rochette. Alors moi, je donne les noms qu'on m'a donnés. Je sais pas si c'est ton prénom, peut-être pas. Mais voilà, la question.
Salut Eric. Donc tout d'abord, j'adore tes vidéos. Franchement, tu fournis beaucoup de travail et ça se voit vraiment dans la qualité de tes vidéos. Ma question, c'était de savoir combien d'activités et de passions tu conseilles d'avoir pour réussir à performer dans chacune d'entre elles. Par exemple, un lycéen qui fait 8h-17h du lundi au vendredi et qui a encore du travail l'après-midi, est-ce que tu penses qu'il pourrait faire par exemple du skate, du street workout, de la guitare, à la fois en étant très performant dans les disciplines, ou est-ce qu'il y a une limite à cause du temps évidemment et du repos? Là, je pense que tu as assez bien répondu toi-même à ta question, concrètement. Est-ce que tu peux avoir 3 passions et devenir extrêmement fort dans 3 passions ? Tout dépend un petit peu ce que tu appelles extrêmement fort, extrêmement performant. Tu vois, les meilleurs dans leur domaine, généralement, ils combinent pas les trophées dans des disciplines, notamment dans des disciplines qui ne sont pas les mêmes. Le champion du monde, j'ai envie de dire, de skate, c'est peut-être pas le roi de la guitare, tu vois. Et c'est parce qu'il a décidé probablement que pour devenir le meilleur skater, il va devoir dire non à tout le reste en fait, concrètement. Ça veut pas dire que tu peux pas faire du skate et de la guitare en même temps. Ça veut juste dire que par définition, choisir et dire oui à quelque chose, c'est dire non à tout le reste, tu vois. Et ça, il faut en être conscient. Il y a un coût d'opportunité à tout ce que tu fais. Un coût d'opportunité, ça veut dire que je peux faire ça, mais le coup, c'est que si je fais ça, je peux pas faire tout le reste. Ça veut dire que, et c'est là que tu te rends compte, mais alors, waouh, le temps, c'est un truc de fou. Surtout que le temps, c'est la seule ressource qu'une fois que tu l'as dépensée, tu peux plus la récupérer. Si t'as rien fait pendant tout ton samedi dernier, tu pourras jamais récupérer ce samedi, jamais récupérer ce temps. Donc, il faut pas être intimidé par ça. Il faut essayer de le prendre comme on peut. Hein. Tout le monde a les mêmes heures, tout le monde gère ça comme il veut. Mais moi, j'aurais envie de te donner comme conseil de prioriser, tu vois. C'est comme souvent, il y a des gens, par exemple, sur mes programmes qui me disent « Eric, j'aimerais bien faire ton programme de street, je suis dessus, mais j'aimerais bien faire encore 4 entraînements de boxe et aller courir 2 fois par semaine. Comment est-ce que je fais ?» Et là, je lui dis « Eh bien, il faut que tu te poses vraiment la question. Est-ce que tu préfères la boxe ? Est-ce que tu préfères les sentiments et les sensations que te donne la boxe ? Ou est-ce que tu préfères t'améliorer en boxe ? Ou est-ce que tu préfères tenir sur les mains, courir vite et longtemps, etc. » Je lui dis, il y a aucun problème, tu vois, tu peux très bien faire juste un entraînement de street parce que pour toi, le plus important, c'est la boxe. Et dans ce cas, je te dis, ok, si c'est le plus important pour toi, tu mets tes 4 entraînements de boxe, tu vas courir 2 fois. Et tu te demandes, ensuite tu t'observes ton corps, là parce que là c'est purement physique, hein, il y a une question de récupération là-dedans, c'est plus que du temps, il y a à nouveau cet aspect de repos nécessaire, eh bien tu regardes, est-ce que tu te sens que tu as encore de l'énergie, est-ce que tu peux faire une petite séance sur le 5e jour, le 6e jour, etc., ou est-ce que tu veux faire moitié-moitié pour te laisser une chance de plus t'améliorer en street, parce que une séance par semaine c'est quand même délicat. Donc voilà, j'aurais envie de te dire, street, skate et guitare, essaye de les classifier un petit peu. Par exemple, l'avantage, c'est que par exemple le street et la guitare, c'est pas exactement la même chose. Tu peux enchaîner l'un et l'autre sans qu'ils soient vraiment pénalisés. Mais voilà, tu as peut-être aussi envie de sortir avec tes amis, tu as peut-être aussi envie de faire d'autres choses, d'avoir une petite copine, tout ça, ça prend du temps et c'est important. Et tout dépend à quel point c'est important pour toi. Voilà, il faut vraiment juste être au clair avec tes priorités. Si tu te dis, je veux être champion de skate, le street c'est surtout pour impressionner les meufs ou parce que je trouve ça cool, eh ben vas-y, va à fond dans le skate, en plus t'impressionneras aussi les meufs en skate, j'en suis sûr. Tu vois, j'ai pas vraiment de réponse à part de te dire que ton temps il est limité et que de le prioriser dans tes activités, c'est probablement la meilleure façon de vraiment de te concentrer sur ce qui te plaît, ce qui te passionne. Et ouais, regarde au fond de toi, si ça peut t'aider. On enchaîne avec des questions un petit peu plus tournées vers la création de contenu et 2 questions très similaires de Sylvain et Charlie. Salut Eric, aurais-tu des conseils pour développer une chaîne YouTube dédiée au street workout ? Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Très sympa ce format audio sur ton site, donc j'en profite pour te poser une question qui, je suis sûr, pourra intéresser plein de nouveaux créateurs qui souhaitent se lancer. Me concernant, c'est un sujet que tu connais bien, car je parle de YouTube et j'adorerais avoir ta vision sur ce qui permet, selon toi, d'atteindre un public plus large quand on se lance. Je commence une chaîne qui est axée musculation et mindset, j'imagine que ça te parle très bien. La chaîne s'appelle Elevate Heroes, si jamais tu veux checker, et j'ai énormément de valeur à délivrer via ce support-là. Alors c'est une question complexe, c'est multifactoriel, c'est clair, mais concrètement, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme conseil lorsque tu as commencé, qui aurait pu te faire gagner quelques années d'errance peut-être, tu vois, et qu'est-ce qu'on trouve pas forcément aujourd'hui sur Internet ? Merci les gars pour vos questions, c'est pas facile pour moi d'y répondre sans partir dans tous les sens. Je vais essayer de me canaliser un tout petit peu.
premièrement, comment atteindre un public, comment essayer de faire grossir une chaîne YouTube sur un sujet qui te passionne. Je vais plutôt me concentrer sur quelque chose d'un petit peu plus large. Déjà, voilà, effectivement, il faut déjà commencer par quelque chose qui te passionne. Il faut avoir envie de faire beaucoup, de faire régulièrement, et il faut avoir envie d'apprendre. Il faut rester extrêmement humble dans tout cela, en sachant que jamais tu ne sauras faire les choses parfaitement. Parce qu'à partir du moment où tu penses pouvoir faire les choses parfaitement, c'est là que tu commences à stagner complètement, voire même que tu commences à décliner. Alors quand tu commences une chaîne, il faut trouver le juste milieu entre perfectionnisme et ok, on y va, on lance. Parce que la première vidéo, le premier truc, il faut que tu en sois relativement fier, mais il faut pas que ça te prenne 6 mois à faire non plus. Le but, c'est de trouver quelque chose, voilà, duquel tu es suffisamment fier pour avoir envie d'en parler. Parce qu'au début, il y a personne qui va regarder ta vidéo si tu la sors comme ça au hasard. Il y a d'énormes chances que personne ne la voit. Il faut que t'en parles à tout le monde. Il faut que t'en parles à tes amis, à tous les gens que tu connais, à ton audience, éventuellement à tes amis sur Instagram, que tu leur dises, regardez, j'ai fait ça, ça me plaît, j'ai envie de parler de ça. S'il vous plaît, si vous avez envie de prendre 2 minutes pour aller regarder et me laisser un petit message, parce que c'est tes amis qui pourront au début, et c'est là qu'à nouveau, il faut que tu trouves les personnes, les amis proches de toi, qui n'ont pas de mal à te dire les choses telles qu'elles le pensent. Parce qu'un commentaire qui te dit « Ouais, c'est cool, Sylvain, continue », c'est bien, ça fait plaisir, mais ça t'aide pas spécialement à t'améliorer. Par contre, une critique un petit peu en mode « Ah ouais, Sylvain, c'est bien », sauf qu'il y a des différences d'audio, en fait. Au début, ça parle super fort, à la fin, ça parle pas fort du tout. Et toi, tu te dis « Ok, ah ouais, c'est vrai, effectivement, du coup, c'est pénible, faut monter le volume et tout ça. » Du coup, je vais aller regarder sur Internet, je vais taper sur Google, il y a plein de vidéos YouTube qui t'expliquent comment faire ça. Moi, j'ai dû y passer aussi. Je traite mon audio avant d'exporter mes vidéos à chaque fois, et ça, c'est un truc que j'ai dû apprendre parmi 10 millions de trucs qu'il a fallu apprendre en cours de route. Et là, on en vient vraiment au point crucial du truc, c'est qu'il faut que tu sois, faut que ça te plaise, hein, parce que si c'est une corvée de faire des vidéos, tu vas voir qu'au bout de la 3e, t'auras déjà abandonné. Donc déjà, il faut que ça te plaise, il faut que tu sois relativement régulier. Si tu n'es pas régulier, malheureusement, ça ne marchera pas. Tu vois, s'il y a une vidéo qui sort tous les 5 à 27 jours, c'est compliqué. Si tu arrives à te trouver un petit rythme, personnellement, je suis parti sur un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, qui est vraiment pas un rythme extraordinairement soutenu, hein, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose, aussi parce que ça me tenait à cœur de prendre le temps d'essayer de faire quelque chose de bien, tout en me forçant quand même à sortir les choses, parce que faire les choses bien, à nouveau, si c'est tous les 2 mois, c'est pas la peine. Alors je me reprends un tout petit peu, c'est la peine si tu sors un documentaire extraordinaire tous les 2 mois, mais quand tu commences, il vaut mieux commencer par des petites vidéos, tu vois, parce que le documentaire quand tu commences une chaîne YouTube, c'est compliqué si tu viens pas du milieu de la télé, tu vois. Il faut que tu t'améliores, il faut que tu apprennes à parler devant la caméra, à produire, à monter, à faire des miniatures, à en parler, et ça ne vient qu'avec l'expérience, parce que le métier de YouTubeur, si on veut dire ça, et c'est un métier concrètement, ça s'apprend et ça s'apprend que en le faisant, parce qu'il n'y a pas vraiment d'université, il y a des formations, des choses comme ça, il y a des gens qui peuvent t'apprendre des choses. Si tu connais quelqu'un qui fait ça, et ça va être une mine d'or pour toi si tu peux lui prendre un petit peu de son temps pour qu'il t'explique, mais voilà, sinon tu vas devoir apprendre par toi-même. Et la meilleure façon d'apprendre par toi-même, c'est de te remettre en question à chaque fois. C'est très très difficile au début d'avoir des commentaires, hein, comme je l'ai dit. Donc les rares commentaires que tu vas avoir sous tes publications Instagram, sous tes vidéos YouTube, la moindre des choses, c'est ultra important que tu les lises et que tu y répondes. Il y a une personne qui a pris de son temps pour t'écrire un commentaire, aussi longtemps que tu puisses humainement le soutenir, et si tu es vraiment à fond là-dedans, toutes tes heures, entre guillemets, qui ne sont pas faites pour travailler ou pour dormir ou pour manger, tu vois, il faut à nouveau prioriser ton temps, mais si c'est extrêmement important pour toi, tu devrais mettre beaucoup d'heures là-dedans, tu dois toujours répondre à tout le monde, tu dois essayer d'aider un maximum les autres, tu dois donner un maximum de valeur sans rien attendre en retour au plus de gens possible. Et ça va toucher les gens. Si tu es vraiment sincère dans ta démarche, ça devrait finir par parler aux gens, tu vois, forcément, tu vois, j'aime penser que la lumière finit par percer l'obscurité quand on parle vraiment de lumière et que tu n'es pas en train d'essayer de monter une histoire par derrière, entre guillemets. Mais ça, c'est pas le cas normalement. Donc donne tes meilleurs conseils, donne ta meilleure valeur. Ne pense pas au fait que, ah tiens, plus tard, je vais vendre X ou Y, donc je peux pas vraiment donner ça parce qu'ensuite je pourrais plus vendre. Tu t'en fous. Ça sert à rien de penser à ça quand tu es encore plongé dans l'obscurité. Il faut vraiment travailler à ce que ta petite lumière puisse s'élever au-dessus de la masse d'obscurité qui se trouve partout dans la création de contenu. Donc chaque vidéo, chaque création, chaque truc que tu fais, tu prends les feedbacks, tu prends les commentaires, tu les demandes au début parce que t'auras du mal à en avoir, donc va demander à ton pote de regarder et de te dire ok,
donne-moi tout ce que je pourrais améliorer là-dessus. Si c'est vraiment ton pote et que tu sais qu'il est là pour t'aider, demande-lui même pas spécialement ce qui est bien, demande-lui tout ce que lui aurait envie de voir différemment. Par exemple, si t'as un pote qui est fervent consommateur de YouTube, moi mon meilleur ami regarde beaucoup de vidéos et regarde des vidéos de Squeezie, de tout le monde, et lui je sais qu'il a un avis de consommateur intéressant, tu vois, je sais que quand il me dit ah ouais mais regarde machin il a fait comme ça, ou bien toi peut-être tu préfères ça comme ça, moi j'écoute de ouf, tu vois. Lui il a jamais fait une seule vidéo de sa vie, mais ça n'empêche que son avis est extrêmement précieux, et donc tu recherches cela et ensuite tu te remets en question, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce que j'ai appris de mes X dernières vidéos, c'est-à-dire de toutes les vidéos que j'ai fait, pour que la suivante soit un tout petit peu mieux, et celle d'après un tout petit peu mieux. Et si tu continues de faire cela, c'est qu'une question de temps selon moi. Ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 10 ans, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on soit au clair, hein. Il y a une petite part de chance là-dedans. Tout ça c'est géré par des algorithmes que tu ne contrôles pas. Si ça se trouve ça ne marchera jamais parce qu'il faudrait que tu mettes 22 ans et tu vas pas le faire, mais tu peux essayer de mettre toutes les chances de ton côté pour que ça marche. Si je peux terminer par un petit pro-tip un tout petit peu plus concret, quand Charlie me demande quel conseil je donnerais aujourd'hui qui m'aurait fait économiser des années, alors peut-être pas des années, c'est de réinvestir. Tu vois, au début, quand tu commences à faire du contenu, généralement, t'as pas énormément de moyens, c'est quelque chose pour lequel c'est un petit peu difficile de se dire, ok, je vais mettre de l'argent là-dedans, il y a de bonnes chances que ça ne marche pas. Moi, je t'encourage à mettre de l'argent là-dedans autant que tu le peux. Ça veut dire que si tu as un smartphone, c'est tout ce qu'il te faut, hein. Concrètement, tu as un smartphone, tu peux trouver un logiciel de montage gratuit, tu as un ordinateur probablement, donc t'as pas besoin de plus d'argent, t'as pas besoin d'argent. Par contre, si tu as de l'argent à investir là-dedans, avoir une qualité de son bonne, moi ma toute première vidéo, je l'ai fait avec un micro-cravate que j'ai payé 50 € sur Amazon parce que je voulais un truc correct et je savais que le son c'était très important. Et si tu le sais pas encore, une fois que t'auras fait 3 vidéos et que ton pote t'aura dit ouais on t'entend mal, tu vas t'en rendre compte. Et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, je pense, clairement. Investis un petit peu là-dedans. Quand tu décèles des faiblesses que tu pourrais résoudre avec un petit peu d'argent, ce serait bête de t'en priver si c'est important pour toi, que tu as les moyens, que tu as envie de te donner plus de chance, ça peut être un moyen de le faire. Voilà les gars, j'espère que j'ai pu vous aider un petit peu, mais c'est compliqué d'être exhaustif en peu de temps quand même. Salut, donc j'avais une petite question au niveau entrepreneuriat. On voit souvent les youtubeurs, les influenceurs dire qu'ils ont arrêté les cours, leur taf, tout ça pour se focaliser à fond dans le truc. Et du coup, que la motivation elle était plus forte que tout et que c'est grâce à ça qu'ils ont réussi. En général, ils ajoutent que le système scolaire il est pas très utile. En gros, j'ai un peu l'impression que c'est une mode de dire qu'il faut tout plaquer pour se lancer corps et âme dans une activité. Est-ce que tu crois pas, comme c'est des influenceurs et que du coup ils influencent, ils vont pas justement inciter un peu malgré eux à se lancer sur YouTube ou ce genre de choses, les jeunes qui pensent aveuglément qu'ils ont juste à tout arrêter en fait pour se lancer et que forcément ça va marcher, alors qu'ils voient pas tout le background qu'il y a derrière. Du coup ma question c'est est-ce que ces gens-là ils devraient se lancer au risque de se casser la gueule, mais du coup avoir une belle leçon de vie aussi et au risque d'avoir plus rien, on sait jamais. Ou est-ce qu'ils devraient pas plutôt demander des conseils autour d'eux pour savoir s'ils ont les qualités requises, la patience, le savoir-faire, sachant que dans beaucoup de cas l'entourage il est souvent pessimiste. Donc voilà, je me demandais ce que t'en pensais, parce qu'on sait que dire j'ai galéré, c'était horrible, j'ai bossé comme un dingue, ça fait pas vendre sur Twitch, sur YouTube, tout ça, faut pas trop le dire. Donc voilà, je me demandais ce que t'en pensais. Merci encore pour tout ce que tu fais. Merci Matou pour ta question. Tu pars dans beaucoup de choses. Je vais essayer de répondre comme je peux là, comme ça, à tout ça. Premièrement, j'aurais envie de dire le contraire en fait, que beaucoup de gens justement capitalisent sur le fait que c'était difficile au début pour vendre des choses. Parce que c'est classique, hein, la success story. Il n'y a pas de success story si tu n'as pas été dans le mal à un moment donné. Personnellement, j'ai un peu de mal. Tu vois, moi, quand je parle de ma success story à moi, par exemple, pour vendre, hein, étant donné que tu parles d'entrepreneuriat, moi, c'est aussi mon métier de vendre, parce que si je ne vends rien, j'arrive pas à gagner ma vie en faisant des vidéos YouTube. Eh bien, je parle de ma success story, entre guillemets, d'adolescent boutonneux, sans confiance en lui, qui a finalement commencé à faire de la musculation, qui a pu se transformer mentalement, physiquement, et qui ensuite avait la confiance en lui nécessaire pour oser faire les choses et oser lancer sa chaîne YouTube, parce que moi j'ai pas eu de catastrophe monumentale dans mon parcours d'entrepreneur pour l'instant. La plupart des choses que j'ai commencé se sont assez bien passées, donc je peux pas te dire ouais, j'ai galéré pendant 5 ans à faire des vidéos YouTube et puis ensuite finalement je suis sorti de l'ombre et maintenant je peux t'apprendre comment faire, achète ma formation à 1500 €. Tu vois un petit peu le truc. Et si justement tu viens d'un endroit où tu veux te lancer, en fait, si tu viens du milieu de gagner de l'argent sur Internet, effectivement, tu vas trouver des formateurs, tu vas trouver des créateurs de contenu qui vont te dire
c'est relativement facile parce qu'ils ont envie que tu achètes ce qu'ils ont à vendre en croyant que toi aussi tu vas pouvoir y arriver parce que c'est facile. Effectivement, faut faire attention aux vendeurs de rêves, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui les personnes vraiment populaires à ce niveau-là sont assez crédibles et ne vendent pas trop de rêves. En tout cas, j'aurais envie de dire oui, tu vas trouver des avis négatifs, tu vas trouver tout le monde va te dissuader un petit peu de commencer. J'aurais envie de dire oui, c'est une bonne chose d'essayer et de se casser un petit peu la gueule. Sauf qu'il faut mesurer les risques. Et en fait, on n'a jamais tendance. La norme, c'est pas de commencer de se casser la gueule. La norme, c'est de ne jamais faire. La norme, c'est de se dire tiens, j'aimerais bien en fait lancer une chaîne YouTube, j'aimerais bien écrire, j'aimerais bien peindre, j'aimerais bien commencer X ou Y chose. Et tu le fais jamais parce que tu te sens pas légitime. Tu te dis c'est difficile, tu repousses, tu ne fais pas. Il y a un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss qui est aussi sur ma liste de lectures que j'ai lu, que je recommande. Et ce qui m'a le plus marqué après avoir lu ce livre, alors je l'ai lu très longtemps après avoir commencé, donc il y avait certains concepts et tout, j'étais déjà relativement familier, mais il y a un chapitre qui te fait te poser la question, est-ce que si j'essaye, qu'est-ce que j'ai fondamentalement à perdre? Quel est le pire scénario si j'essaye et que tout foire? Et voilà, en tout cas, je vais parler pour moi. Si tout foirait quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, eh bien, je me retrouvais à la case départ, c'est-à-dire que j'étais chez mes parents. Eh bien, je me retrouvais simplement 6 à 12 mois plus tard chez mes parents. Rien n'a marché, je dois aller chercher du travail. Je dois essayer de valoriser sur mon CV les 6 à 12 mois que j'ai perdu à essayer quelque chose. Et là, j'aurais dit oui, j'ai lancé un truc entrepreneurial, donc j'ai l'esprit entrepreneurial. Mais je suis mauvais, donc ça n'a pas marché. Non, enfin, tu vois, je l'aurais pas vendu comme ça. Mais concrètement, le pire scénario pour moi, ouais, j'avais rien à craindre en fait concrètement. Ça c'est ma situation. Moi j'avais la chance évidemment d'avoir mes parents qui m'ont laissé la chance de créer ma chaîne, mais c'est clair que si au bout de 6 mois rien ne se passait, ils m'auraient dit bon Eric, va chercher du travail, va habiter chez toi, occupe-toi de toi-même, il y a rien qui bouge et voilà. Donc n'hésite pas à te poser cette question, qu'est-ce que j'ai vraiment à craindre, et tu risques de te rendre compte que si ce n'est pas finir à la rue, ne plus avoir d'argent et terminer je ne sais où, ce qui est assez rarement le cas pour la plupart des jeunes d'aujourd'hui qui veulent se lancer dans quelque chose quand même, eh bien vas-y, lance-toi. Et puis les influenceurs, les créateurs de contenu, à toi d'essayer de te poser sincèrement la question de est-ce que cette personne, j'ai envie de l'avoir dans mon entourage, est-ce qu'elle me pousse vers l'avant d'une façon ou d'une autre ou pas. Et puis si c'est pas le cas, tu te désabonnes, tu les mets en sourdine, je ne sais quoi. Si c'est le cas, tu continues de regarder ce qu'ils font, tu achètes leur formation parce que très souvent c'est de la qualité, et voilà, tu essaies d'aller sur ton propre jugement. Et bien entendu, n'hésite pas à demander l'avis aux personnes autour de toi, comme j'en ai déjà beaucoup parlé dans cet épisode, qui vont te donner une réponse sincère, qui vont te dire ok, Eric, je pense que t'es assez fort dans ça ou ça, mais ça c'est pas ouf, regarde ta vidéo là, tu pourrais améliorer ça, ou bien trouver de l'aide chez quelqu'un. Tu vois, n'hésite pas à prendre du feedback constructif, mais au bout d'un moment, voilà, c'est vraiment à toi de te lancer. On continue avec 2 questions que je mets ensemble parce qu'elles se ressemblent, de Martin et Clément. Salut Eric, déjà merci beaucoup pour tout ton travail, pour ton podcast et tes vidéos. J'ai une question concernant, je viens de terminer le podcast avec Super Echo, et dedans tu parles de tous ces youtubeurs qui se sont retrouvés coincés à faire quelque chose que leur audience attendait d'eux, donc qui marche bien, mais qui n'est pas vraiment proche de ce qu'ils voulaient faire, ou qui n'était plus proche de ce qu'ils voulaient faire, et donc qui partaient un peu en burn-out et qui se cramaient un peu les ailes. Récemment, ces derniers mois, t'as un peu exprimé, dans tes vidéos, dans tes publications, etc., l'envie de faire du contenu un peu différent, plus axé développement personnel, des trucs un peu plus larges, quoi, que juste le sport, mais quand tu as demandé un peu à la communauté, en tout cas ce que j'en ai vu, à la communauté ce qu'ils voulaient, c'est plutôt le sport qui est sorti et qui a l'air d'être le truc le plus en demande par ta communauté. Donc comment, vu ce que veut ta communauté et vu ce que tu as l'air de vouloir toi, comment tu penses à concilier les deux, à réconcilier les deux pour éviter justement de te brûler un peu les ailes et de te retrouver coincé à faire un truc que tu veux pas faire. Merci beaucoup et continue le super boulot. Salut. Salut Eric, c'est Clément. Je voulais te demander, avec tout le contenu que tu as fait, notamment sur le street workout, avec les différents tutos, etc., mais également sur le fitness en général, avec la sèche, avec la prise de masse, enfin, j'imagine que tu dois arriver à une étape où tu dois faire preuve de pas mal de créativité supplémentaire pour venir avec de nouveaux sujets. Pour t'aider, est-ce que tu as formulé une vision et une mission claire pour Eric Flag qui te permet de garder une ligne directrice dans ton contenu? Et si oui, quelle est-elle? En d'autres termes, quelle est la mission que tu te donnes vis-à-vis de ton audience et qui te permet de te lever le matin? Merci pour le contenu que tu fais. Très bonne continuation à toi. Alors premièrement, par rapport à la suite de mon contenu, là, honnêtement, quand je me pose la question, je me la suis posée, et d'ailleurs j'y ai répondu récemment dans ma dernière vidéo YouTube rapidement également. Là, sur la prochaine année, sans aucun problème, je vois encore plein de sujets à faire dans tous les sujets qui m'intéressent. En fait, moi concrètement, au début sur ma bannière YouTube, c'était écrit calisthenics, nutrition et développement personnel.
Par la suite, j'ai changé en développement physique et mental parce que c'est réellement ce qui m'intéresse. Et en vrai, développement physique et mental, c'est tellement large que j'en ai pour toute une vie, tu vois. Surtout au niveau mental, en tout cas, ça c'est sûr, parce que on peut encore continuer très longtemps après la retraite physique. Donc ce qui est sûr, c'est que la nature de mon contenu ne va pas changer de sitôt. J'ai encore plein de tutos que j'ai envie de faire en street, j'ai encore plein de vidéos sur la nutrition, la musculation, le développement personnel qui m'intéressent. Peut-être qu'à très long terme, si je devais choisir la chose qui va la plus ressortir de tout ça, j'aurais envie de dire que c'est le développement personnel, parce que c'est le thème que j'ai l'impression qui est le plus inépuisable en fait concrètement. En fait, par exemple, pour prendre l'exemple du street workout, quelque chose pour lequel je suis assez connu, moi je vois mon contenu comme une bibliothèque, c'est-à-dire que dès que j'ai fait une vidéo sur les pompes, j'en ferai pas deux. Dès que j'ai fait un tuto sur le drapeau, j'en ferai pas deux. Et donc ça s'épuise. Moi je vois ça comme une étagère avec une étagère vide. Et à chaque fois que je fais une vidéo, je pose un livre sur l'étagère. Et bah au bout d'un moment, l'étagère sera remplie et j'aurai accompli ma mission. Tu vois, entre guillemets, ma mission à ce niveau-là. Et là, je partirai sur d'autres choses, sans aucune peur, je pense, hein. Sincèrement, je n'ai pas l'intention de me coincer dans un contenu juste parce que c'est ce qu'on attend de moi. Je ne vais pas faire 3 vidéos sur comment prendre des biceps au poids du corps et tout ça, juste parce que je suis connu pour ça et tout ça. Et c'est pour ça que j'essaye de me diversifier, que je propose différentes vidéos, que sur ma chaîne, tu vas voir des expériences, que tu vas voir des tutos très précis, que tu vas voir des trucs de développement personnel où le mec il va se mettre réfléchir sur sa vie pendant 2 jours. Ça parle pas à tout le monde. Je fais pas ces vidéos pour faire des vues. Si mon but c'est de faire des vues, oh là là, je serai pas dans ce que je fais. Je te ferai des expériences sur 3 jours, divertissement maximum. Je ferai des reviews, des trucs du genre. J'en viens du coup un petit peu à cette idée de mission et de vision. En fait, c'est marrant parce que Clément, tu dis quelle est en fait ma vision qui me permet d'avoir une ligne directrice claire vis-à-vis de mon audience. En fait, pourquoi je me lève tous les matins. Et en fait, ce qui est marrant, c'est quand je réfléchis à cette question, en fait, et c'est quelque chose que j'admets ouvertement, j'ai l'impression depuis le début, moi, ma chaîne YouTube, je la fais pas en fait pour les gens qui regardent, tu vois. C'est très, j'aurais envie de dire, c'est très égoïste en fait, comment je fais les choses. Parce que si je fais tout ça, c'est parce que ça me plaît vraiment à moi. J'ai envie de faire des vidéos qui me plaisent à moi. Et les vidéos que je fais, c'est à propos des choses qui me plaisent vraiment personnellement. Si je fais une chaîne sur le développement physique et mental, c'est parce que j'adore faire ça pour moi-même. Et donc, tant que j'ai des idées, tant que j'ai envie d'apprendre des choses moi-même, parce que oui, j'aime apprendre les choses, mais j'aime aussi évidemment les partager et développer mon sens pédagogique pour essayer de transmettre ces connaissances. Aussi parce que c'est une preuve assez unanimement reconnue que quand tu arrives à transmettre quelque chose, c'est que tu le maîtrises quand même assez bien toi-même. Et tout ça, c'est ça qui m'anime en fait. Quand je me lève le matin, tu vois, à nouveau, j'ai envie de dire égoïstement, parce que je m'entends le dire avant de le dire, je me dis pas, ouais, je me réjouis de faire des vidéos pour quelqu'un d'autre. Je me réjouis de faire ça parce que ça va super plaire à mon audience. En fait, c'est un petit peu en second plan ça, hein, concrètement, je l'admets à nouveau, comme je le dis, si je fais ça, c'est parce que ça me chauffe de ouf. Je me lève le matin, je me dis, waouh Eric, aujourd'hui tu vas pouvoir lire ton livre pendant 10 pages là, pendant le petit challenge de janvier là, 10 pages par jour. Je pose la pub pour mon challenge, enfin bref, je me réjouis de faire ça, je me réjouis d'aller m'entraîner, je me réjouis d'apprendre des trucs, de travailler sur la boutique, pour gérer les fournisseurs là. Aujourd'hui j'ai créé on a finalisé un petit peu le design de la boîte pour les anneaux de gym qui vont sortir dans la boutique, il y a plein de trucs comme ça, et ensuite, par-dessus, je me dis, ouais, tout ça, ça me chauffe de ouf. Qu'est-ce que je peux créer du contenu à ce propos? Et au jour d'aujourd'hui, je ne me vois pas arriver à court d'envie d'apprendre des choses, en fait. Et j'ai l'impression que vu que je reconnais, j'ai l'impression que j'aurais jamais fini d'apprendre des trucs, bah j'aurais jamais fini d'avoir des idées de contenu. En fait, tu vois, le contenu de ma chaîne, il va évoluer avec moi. Cette chaîne, elle peut paraître vraiment axée sur proposer du contenu qualitatif pour aider les gens, et j'aime penser que c'est vrai, mais cette chaîne, elle est vraiment centrée autour de moi, concrètement, hein. Ça peut ah, je m'entends dire ça, c'est vraiment le mec le plus égocentrique du monde. Ouais, non, je sais pas. Non, je pense pas être le mec le plus égocentrique du monde, en fait. Parce que j'ai réellement envie d'aider les gens. Quand ils regardent mes vidéos, comme je l'ai dit sur comment faire du contenu qui fonctionne, il faut donner aux gens. Et en premier lieu, ben, il faut pouvoir se donner à soi. Ah, bref, j'ai pas envie de partir dans un discours cliché de motivation, mais ouais. Mon audience, peut-être qu'elle veut plus de sport que le reste, bah je vais lui donner un peu de sport, mais je vais jamais me contraindre moi à ne pas faire le reste parce que j'ai envie de faire le reste. Et en vrai, si une partie de mon audience
n'aime pas une partie de mon contenu, elle ne va pas la regarder. Moi, à partir du moment où je peux manger à la fin du mois assez clairement et que je peux continuer à transmettre les messages que j'ai envie de transmettre et de travailler sur moi-même, j'ai aucun problème à ce que certaines personnes soient moins intéressées par ce que je fais, en fait, tu vois. À partir du moment où je peux manger, tu vois, on est d'accord, mais là, j'aime penser que je fais les choses bien, j'investis mon argent, j'essaie de faire en sorte que d'avoir une stabilité financière maximale, histoire de ne plus jamais avoir à me poser des questions. J'aimerais bien, c'est avoir un truc qui fonctionne tout seul, peut-être un investissement qui fonctionne bien, un système qui est en place avec un moyen de gagner de l'argent avec ce que je fais, ce que j'ai l'impression d'avoir fait, et pouvoir juste faire des vidéos qui me plaisent. Moi, c'est ce que je fais déjà là aujourd'hui, c'est pour ça que je fais pas que des vidéos pour les vues. C'est parce que j'ai envie de pouvoir créer, tu vois, ce podcast, il est vraiment là parce que j'ai envie de partager tout ça, j'ai envie de m'améliorer en improvisation, j'ai envie de m'améliorer à parler à un micro pour pouvoir peut-être plus tard parler devant une foule, pour pouvoir peut-être trouver des idées, m'inspirer pour des vidéos, pour écrire un livre, pour je ne sais quoi. Et c'est pas pour gagner de l'argent que je fais ce podcast-là. Concrètement, tu vois, aujourd'hui, on est quelques milliers à l'écouter et je suis ultra reconnaissant parce que à l'échelle d'un podcast, c'est quand même beaucoup de monde. Hein. Le podcast, c'est pas comme YouTube. Hein. Tu fais pas des millions d'écoutes sur un podcast, mais ah là là, oh purée, je me perds complètement. Bref, pour conclure avec cette question, ma mission et ma vision pour Eric Flag, elle est intimement liée à ma mission et ma vision pour moi-même, c'est-à-dire de toujours en fait avoir envie d'apprendre, de toujours avoir envie de trouver quelque chose qui me passionne et d'avoir le système en place dans ma vie, notamment au niveau financier parce que t'es obligé pour vivre, qui me permettent de laisser libre cours à mes envies et de ne pas être contraint par des aspects financiers typiquement. Donc voilà ma mission et ma vision. J'espère que ça répond à vos questions. Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je souhaitais te remercier par rapport à ton nouveau programme que tu viens de lancer, Transformation Faite Maison en 30 jours, que j'ai avec grand plaisir commencé. Je me présente, je m'appelle Ali, je suis le créateur du blog Le Bon Mindset. Le Bon Mindset est un blog qui compte très très bientôt ouvrir. L'objectif étant d'y parler du bon mindset, d'être tout le temps motivé et de voir la vie avec un maximum d'optimisme. Je voulais savoir s'il était possible, petit à petit, voire même d'ici 6 mois, 12 mois, quand j'aurai commencé à me développer, à pourquoi pas faire un podcast ou une vidéo ensemble, histoire de pouvoir parler de ce sujet qui, je pense, te tient à cœur. Écoute, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Si tu as des questions, n'hésite pas. On peut s'appeler si ça te va ou s'écrire, sans aucun souci. L'objectif étant de pouvoir échanger un maximum sur ce sujet et voir si on pouvait, voilà, tout simplement s'exposer ensemble, histoire que, voilà, je puisse promouvoir mon contenu tout simplement et contribuer à produire quelque chose pour toi qui est de qualité. Donc écoute, n'hésite pas à revenir vers moi si besoin. Et je te souhaite une excellente soirée et merci à toi. Ciao. Merci pour ta question, Ali. Je t'avoue que j'ai hésité un petit peu à la mettre, mais au final, je vais la mettre quand même parce que je trouve ce message que tu m'as envoyé très intéressant. Et là, c'est parce que ça me permet de construire un peu sur tout ce que j'ai dit avant. Ouais, comment dire ? Juste avant, je te disais que finalement, moi, ma chaîne YouTube, c'est assez égoïste dans l'idée. C'est vraiment pour me plaire à moi. Et je pense que je suis pas le seul. L'être humain, en règle générale, il pense surtout à lui. Il pense vraiment à lui. Il se met lui en avant de mettre les autres dans ses considérations. Pour la plupart du temps, dans la plupart des scénarios. Et donc, quand tu proposes quelque chose à quelqu'un, la personne, elle pense qu'à elle. En fait, la personne en face, elle s'en fout complètement de ton projet, elle s'en fout de ta vie, elle s'en fout de toi parce qu'elle pense qu'à elle. Là, je vais un petit peu dans les extrêmes, évidemment, quand je dis ça, mais c'est pour mieux comprendre là où je veux en venir. Peut-être que tu comprends déjà un petit peu. Quand tu proposes quelque chose à quelqu'un, il faut absolument que tu parles en tout premier, c'est-à-dire pendant 90% du temps, de ce que cette personne a à y gagner pour elle, pour elle-même, pour ses projets, pour ce qui l'intéresse vraiment. Il faut réussir à se mettre à la place de cette personne et se demander quelle est la valeur que vraiment je peux apporter à cette personne. Et dans certains cas de figure, il faut pouvoir être honnête avec soi-même et se dire peut-être que je n'ai pas assez de valeur à proposer en premier à cette personne par rapport à mes propres projets. Peut-être qu'il n'y a vraiment pas grand-chose que je puisse proposer à cette personne qui lui soit bénéfique à elle en premier, mais qui soit bénéfique à moi aussi. Parce qu'évidemment, une fois que tu proposes, que tu présentes la valeur que tu apportes à l'autre personne, à la fin, pendant 10%, tu peux dire « Ok, c'est cool, moi en plus ça me ferait un peu de contenu et c'est parfait, tout le monde est content ». Donc là, par rapport à ta demande, ce que je pourrais te conseiller, c'est de te lancer premièrement, tu vois, quand tu n'as pas encore commencé ton projet, lance ton projet. Sois déjà au moment
ou là tu me dis dans ton message dans 6 mois, eh bien refais-moi un petit message vocal dans 6 mois pour me dire Eric, regarde, j'ai réussi à rassembler une toute petite communauté de personnes très intéressées dans des sujets qui toi t'intéressent. Est-ce que tu as envie de pouvoir faire partie de cela, de faire passer tes messages parmi ces personnes qui sont très intéressées, très impliquées dans des valeurs qu'on partage? Est-ce que tu as envie d'avoir une discussion intéressante avec moi? Je serais très reconnaissant de pouvoir discuter un petit peu avec toi pour écrire un article sur mon site qui pourrait te faire un petit peu de promotion, etc. Un podcast, j'ai aussi un podcast, on pourrait faire un petit épisode sur mon podcast. Éventuellement, je vais essayer d'attaquer ce podcast avec toi sur des sujets sur lesquels tu n'as jamais parlé. Je vais regarder un peu ce que tu as fait. J'aurai X ou Y questions qui sont des sujets que tu n'as jamais parlé. Je pense que peut-être éventuellement, ça pourrait aussi apporter quelque chose à ta propre audience, une nouvelle partie de toi qu'elle ne connaît pas. Et là, si tu me dis ça, moi tout seul, je vais faire les connexions dans mon cerveau. Ah ouais, trop bien, je vais pouvoir faire ça avec lui aussi parce que, de toute façon, c'est cool. Il va parler à des personnes qui sont intéressantes, c'est bien. Il me propose de faire du contenu qu'il va mettre sur son site. Et en plus, du coup, il a l'intention de faire un article ou un podcast qui pourrait intéresser mon audience. Ça veut dire que moi, derrière, je vais le partager. Ça veut dire que si ça se trouve, je vais te demander, est-ce que je peux reprendre l'épisode de podcast pour le mettre sur mon podcast? Et je te fais ta promotion au début et à la fin, autant que tu veux, parce que c'est toi qui as pris l'initiative, c'est toi qui as créé le contenu, je te demande de le partager avec ta permission, et tout ça, ça te ferait une publicité sincère de ma part, et ce serait donnant, avec grand plaisir. Et voilà, je suis complètement sincère, hein. Si dans 6 mois tu m'écris, tu me dis « c'est Ali, tu te souviens, tu avais répondu à ma question dans ton podcast à propos de ça ?» Eh bien, j'ai lancé mon blog, il est actif, il y a X ou Y chose, j'ai envie de t'inviter sur un podcast pour tel ou tel sujet. Je vais te dire « oui, Ali » avec grand plaisir, et probablement que je partagerai ton podcast derrière ou que je le reposterai exactement comme je l'ai dit. Si, par exemple, tu vois, j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce que moi pourrait, tu vois, fonctionner avec moi, j'ai l'impression que ça fonctionnerait parfaitement. Donc voilà, c'est à toi de jouer. Bonjour Eric, un petit message pour te dire que l'épisode du podcast numéro 9 sur la boutique, je l'ai trouvé hyper intéressant. C'est très sympa de voir le dessous de comment ça se passe et puis d'entendre du coup Nicolas parler. J'ai eu affaire à lui via la boutique en mode SAV et il a vraiment été super. Et donc ça fait partie des choses qui sont rassurantes aussi quand tu achètes des produits en ligne. Donc voilà. Moi, je voulais juste mettre un petit message pour vous dire je veux bien avoir la suite du podcast, la suite de ce que vous faites et comment vous le faites. Voilà, hyper intéressant. Et puis j'en profite pour te remercier, vous remercier tous les deux pour tout ce que vous faites. C'est du super boulot, du super matos. Et voilà, bravo, à bientôt. Merci énormément Lionel pour ton message. Il n'y a pas vraiment de questions, on va ainsi s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. On fera très certainement la suite avec Nico là-dessus. Nous, ça fait partie de notre quotidien et si ça peut t'intéresser, c'est très gentil. Et merci pour la petite promo, la petite promo pour la boutique. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lionel, tu vois. Ah là là. On arrive gentiment à la fin de cet épisode. Merci énormément pour vos questions. J'ai pas répondu à toutes les questions. J'en garde certaines pour plus tard et il y en a d'autres, c'était pas des questions. Donc voilà, j'avais pas grand chose à répondre. N'hésite pas, toi qui m'écoutes là maintenant, qui te dis ah oui en fait peut-être que je pourrais aussi poser ma petite question, parce que tu peux très bien l'écrire et la lire, tu vois, t'as pas besoin de te sentir spécialement à l'aise quand tu parles, tu peux vraiment, voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir échanger. Moi ça me fait plaisir d'entendre la voix de quelqu'un d'autre, ça me fait plaisir d'entendre ta voix qui change comme ça, parce que il y a plusieurs personnes qui m'écoutent et ça rend la discussion un petit peu plus bilatérale et franchement ça me plaît beaucoup. Donc soit je referai des épisodes comme cela où je réponds à des questions un petit peu, soit je choisirai une ou deux questions qui vont bien avec un épisode spécifique et j'y répondrai à la fin de l'épisode. Pour me poser ta question, c'est tout simple, tu vas sur ericflac.com/podcast. Il y a un petit outil directement, en 2 clics, tu peux directement, depuis ton téléphone ou ton ordinateur, enregistrer ton message vocal. Moi, je le reçois, je le garde de côté précieusement et j'y réponds en temps voulu. Si tu as un commentaire à propos de cet épisode, ericflac.com/14, c'est les notes de l'épisode sur lesquelles tu trouveras tout ce qui concerne cet épisode. Pas grand chose, c'est-à-dire, on n'a pas parlé d'énormément de choses. Je mettrai le livre dont j'ai parlé de Jordan Peterson, ainsi que les liens vers tout ce qui pourrait t'intéresser et tout ce que je fais. Ces derniers temps, j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram, d'emails, et même plusieurs personnes dans la rue, dans la vraie vie, m'ont dit qu'elles appréciaient le podcast, et ça me touche, et ça me fait méga plaisir
d'entendre que de réaliser qu'il y a vraiment des personnes qui écoutent et qui sont suffisamment contentes pour avoir envie de me le dire. Donc ça me fait méga plaisir de pas avoir l'impression de parler à un mur. Moi je me parle à moi-même aussi, hein. Tu l'auras compris, je me parle pas mal à moi-même. Donc voilà. Après si tu veux graver ton soutien pour le podcast pour l'éternité, tu peux aller sur iTunes ou sur Apple Podcast pour me laisser un petit commentaire et une note. Ça aide beaucoup le podcast à être référencé et à être découvert par d'autres personnes. Tout comme si tu te sens de le partager à un pote ou à qui que ce soit. Voilà, à l'heure où j'enregistre, on est à 161 notes, dont 158 à 5 étoiles sur iTunes et 81 commentaires écrits. Et la richesse des commentaires écrits, c'est génial. J'adore lire les commentaires. Et il y en a quelques-uns avec des pistes d'amélioration. Et ça me plaît énormément. Et ceux-là, j'adore, évidemment, ça flatte mon ego quand on me dit oh il est trop bien ton podcast, mais quand il y en a une ou deux personnes qui m'ont mis 4 étoiles et qui m'ont dit ah ouais Eric, c'est bien, peut-être fais attention à pas trop te cantonner sur les mêmes interviews typiquement, et là je me suis dit ah oui c'est vrai, j'ai beaucoup de youtubeurs, on parle des mêmes choses, il faut que j'essaie de varier tout ça. Tu vois, moi c'est du feedback, j'adore. Évidemment, si tu me mets 1 étoile, je vais me dire bon, la part des choses, je préfère un truc 5 étoiles, tu vois, parce qu'il y a des considérations algorithmiques là derrière, mais j'adore les feedbacks, que ça soit full positif, ça me fait hyper chaud au cœur, que ça soit constructif, ça me fait de toute façon réfléchir, refléter sur tout ça, et voilà, moi j'ai envie de m'améliorer, je partage du contenu pour te donner envie et te donner un petit peu les moyens de t'améliorer toi-même. J'espère que ça fonctionne. Mais de toute façon, l'essentiel pour moi, c'est pas que tu ailles me mettre un commentaire, c'est vraiment que tu trouves de la valeur là-dedans, que tu as envie de revenir m'écouter, et puis qu'on ait l'impression, toi et moi, d'y gagner, moi en faisant ça, toi en m'écoutant, et puis je me réjouis vraiment de pouvoir aussi ressortir un petit peu plus pour voir plus de personnes avec lesquelles discuter, plus de personnes qui ont l'air de me connaître parfois, et de pouvoir discuter ensuite de certaines choses, c'est toujours hyper enrichissant pour moi. Donc voilà, allez, je vais m'arrêter là. Merci énormément pour ta présence, pour ton soutien, ton écoute, ton oreille attentive ou plus ou moins attentive pendant que tu fais autre chose. On se retrouve jeudi prochain avec une nouvelle interview sympathique avec un ami à moi. Et en attendant tout cela, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.